En moyenne, environ 30 000 sites web se font attaquer tous les jours. Et le coût total de toutes les cyberattaques combinées sur l'année 2023 est estimé à environ 8 000 milliards de dollars. Vous le savez comme moi, la cybersécurité est un enjeu majeur du 21e siècle. Cependant, sur YouTube, on aborde souvent la cybersécurité sous l'angle attaquant, alors que beaucoup de métiers en cybersécurité sont en fait axés défense, et c'est tout aussi important. Ainsi, je vous propose un guide complet sur comment protéger son site contre le piratage. Pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, en effet, je serai accompagné par la chaîne YouTube Techno. Salut Afinium, merci de m'avoir invité, je suis très content de faire cette vidéo avec toi. Je travaille dans la cybersécurité depuis quelques années, notamment la sécurité infrastructure avec les proxys, les firewalls, les détecteurs d'intrusion. Je travaille aussi sur la sécurité cloud, la protection contre la perte de données et je fais des audits de firewall. J'ai également créé la chaîne YouTube Techno. C'est toujours un plaisir d'échanger et partager avec toi sur la sécurité informatique. Écoute, merci beaucoup, c'est aussi un énorme plaisir pour moi d'avoir réalisé cette vidéo avec toi. Sur ce, je te propose donc de commencer. Quand on parle de cybersécurité, on pense souvent à quelqu'un ou une entreprise qui s'est fait hacker et qui a perdu 2 milliards de dollars. Mais il n'y a pas que cela. En cybersécurité, les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est se protéger contre des risques. Et des types de risques, il en existe plein. On a par exemple le risque de déni de service, c'est-à-dire d'indisponibilité. On a aussi le risque de vol de données et des secrets de l'entreprise, mais aussi le risque de vol de données et des secrets des utilisateurs, ce qui est potentiellement pire. On a aussi le risque de prise de contrôle à distance, par exemple pour créer un réseau d'ordinateurs zombies, c'est-à-dire un botnet. On a aussi des risques au niveau de la réputation, etc., etc. Du coup, la question qu'on aimerait se poser, c'est concrètement, quelle est la meilleure manière de protéger son site et son infrastructure en général? Pour cela, une des règles à respecter, c'est copier-coller le plus possible. Ok, je vois. Mais qu'est-ce que tu veux dire par copier-coller? Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est un peu étrange, on nous a souvent enseigné que copier-coller c'est mal. Cependant, quand on y pense, tout le monde fait du copier-coller. Par exemple, quand tu crées ton propre site internet, tu ne crées pas tout de zéro. Soit tu utilises un CMS comme WordPress par exemple, donc tu as réutilisé du code fait par quelqu'un d'autre, soit tu codes ton site en HTML, CSS et JavaScript, mais sache que derrière cela, il y a un navigateur et un moteur de rendu HTML qui exécutent ce que tu as codé. Et tout cela c'est codé en C, voire même en assembleur. Et même si tu n'as pas de vie et que tu fais tout en assembleur, les processeurs Intel et AMD où est exécuté ton code assembleur, ce n'est pas toi qui les as créés. Et c'est la même chose pour 99,99% des technologies que tu utilises. Alors pourquoi cela? La raison est simple, c'est que si tu codes tout de zéro, déjà tu vas prendre 10 000 ans à tout coder, mais surtout tu vas introduire potentiellement des failles de sécurité. Par exemple, si tu designes de zéro ton propre protocole de communication chiffrée, par exemple un nouvel HTTPS, il y aura une armée d'experts en cryptographie qui vont venir voir ton protocole et qui vont le détruire, c'est-à-dire lister les 50 failles critiques de ton protocole. Et c'est normal, car tu ne peux pas être expert en tout. Donc autant réutiliser le code des autres experts qui a été audité par 10 000 autres experts. Ok, très bien, mais comment on procède et quels sont les outils qu'il faut utiliser? La réponse est assez simple, utilise tous les outils que tu as à disposition pour gagner du temps. Et surtout, ne réinvente pas la roue. Par exemple, ne fais pas un vieux site avec simplement PHP, mais utilise au moins des frameworks et des librairies pour gérer le blog, l'authentification, l'interface, la base de données, etc. Mets aussi à jour les librairies et les frameworks pour éviter les zero day si jamais quelqu'un découvre une faille sur une des librairies que tu as utilisées. Et évidemment, fais quand même attention si certains de tes outils ont accès à des secrets sensibles. C'est mieux d'utiliser un outil open source que tu peux héberger sur ta propre infrastructure. Du coup, si vous avez compris cela, c'est déjà pas mal, mais pas encore suffisant. Il faut aussi penser à la sécurité des données. Par exemple, trouver un moyen de garantir la confidentialité et l'intégrité des données. Par exemple. Oui, Afinium, le chiffrement peut répondre à ces besoins. Le
Le chiffrement est le processus de transformation de données lisibles en un format illisible ou chiffré, de manière à ce que seules les personnes autorisées puissent les lire. Le chiffrement des données sur un serveur web est essentiel pour sécuriser les communications entre le serveur et les clients. En premier, il faut d'abord chiffrer les données en transit pour la protection des données lorsqu'elles sont transférées d'un point à un autre, que ce soit entre des serveurs, des applications ou des appareils. Sans cette technique, un utilisateur malveillant peut intercepter ou modifier le trafic et récupérer des données sensibles comme un mot de passe, un numéro de carte bancaire, etc. Pour mettre en place ce chiffrement, il est recommandé d'utiliser HTTPS. Effectivement, l'implémentation du HTTPS est primordiale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète là-dessus. Cependant, c'est aussi un protocole qui est très complexe. Est-ce que tu pourrais rapidement nous résumer ce qui est utile à savoir pour protéger son site ? Oui, Hafnium, HTTPS utilise le protocole TLS pour sécuriser le protocole de communication HTTP. TLS utilise des clés, des certificats et des algorithmes de chiffrement pour chiffrer les communications entre le serveur web et le client. Il existe plusieurs versions de TLS. Il est recommandé d'utiliser TLS 1.3 et de renouveler au moins une fois par an les certificats utilisés. Je recommande l'utilisation de scanners TLS pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilité ou un problème de configuration. Tu peux utiliser SSL Labs de Qualys ou SSL Tools ou SSL Scan. Ces outils proposent des recommandations pour chaque alerte. SSH est aussi utilisé pour le chiffrement des données en transit. Ce protocole de communication sécurisé permet la connexion à distance sur un ordinateur afin d'effectuer des tâches d'administration. SSH utilise des algorithmes de chiffrement pour garantir une connexion sécurisée entre un client et un serveur. SSH supporte l'authentification par identifiant mot de passe ou par clé privée, clé publique. Et il est aussi possible d'ajouter un second facteur d'authentification comme un code OTP. Excellent, c'est très bien résumé. Cependant, est-ce qu'il y a encore d'autres choses à prendre en compte au niveau du chiffrement et de la cryptographie en général ? Oui, Hafnium, il faut aussi prendre en compte le chiffrement des données au repos pour la protection des données stockées sur des supports physiques ou virtuels tels que les disques durs, les bases de données et les services de stockage en cloud. Le disque dur du serveur web peut être chiffré avec BitLocker ou le chiffrement de l'appareil pour les environnements Windows. Et sur Linux, tu peux utiliser Lux. Et si l'application web stocke des mots de passe dans une base de données, il est recommandé d'utiliser un algorithme de hachage avant de stocker ces mots de passe. Il faut utiliser par exemple SHA-2, SHA-3, Bcrypt ou Argon 2. La génération d'un hash est plus lente sur Bcrypt ou Argon 2, ce qui peut aussi ralentir une attaque brute force. En parlant des bases de données, j'ajouterais que Database Transparent Encryption TDE peut être utilisé pour chiffrer les bases de données dans des systèmes comme Oracle, SQL Server ou MySQL. Ce sont les mesures principales de chiffrement. Passons maintenant à la suite. Hafnium, quelles sont généralement les failles principales sur une application web ? Alors, très bonne question. En fait, il y a plusieurs manières de classer les failles web. Par exemple, on a un organisme qui s'appelle l'OWASP. Donc pour information, c'est un organisme qui met à disposition des ressources et des outils pour aider les développeurs à sécuriser leur site web, mais aussi pour aider les pentesters à faire des tests d'intrusion sur ces mêmes sites web. Et en particulier, l'OWASP, tous les 3-4 ans environ, présente les principales failles de sécurité les plus courantes sur les applications web. C'est plus connu sous le nom d'OWASP Top 10, la dernière version date de 2021, et parmi elles, il y en a plusieurs que vous connaissez déjà peut-être. Notamment en 3, on a les injections, cela comprend les injections SQL, les XSS, les injections de commandes, les injections de templates, etc. Le point commun de ces failles, c'est que certaines entrées de l'utilisateur ne sont pas bien filtrées par le code, et donc l'utilisateur peut potentiellement injecter du code pour l'exécuter sur le serveur web, pour dans certains cas prendre le contrôle du serveur. Donc pour s'en protéger, on vous l'a peut-être déjà dit lors de votre formation en développement web, il ne faut jamais faire confiance aux entrées de l'utilisateur, car l'utilisateur peut mettre n'importe quoi. Il faut donc tout vérifier et tout filtrer.
En numéro 1, en tout premier, on a Broken Access Controls. C'est une faille qui est vraiment toute bête. Par exemple, chaque utilisateur a des permissions. On a le user qui peut lire un article de blog, mais ne peut pas modifier l'article de blog. Et quand il envoie la requête de modification au serveur, le serveur va vérifier si l'utilisateur, donc le user, a les droits de modification, et dans notre cas, il va refuser. Mais si le serveur est mal codé, il va mal vérifier, voire pas vérifier du tout. Et donc le serveur sera autorisé à modifier l'article. Et c'est juste ça en fait. Quand les vérifications des permissions sont mal faites, cela donne ce type de faille. Oui, je sais, c'est vraiment tout bête, c'est presque pas technique, et souvent, c'est juste dû à un oubli ou à la flemme du développeur. Et c'est classé en numéro 1. Et d'ailleurs, en parlant de failles toutes bêtes, en numéro 5, on a les problèmes de configuration. Par exemple, vous avez installé un outil, une librairie, un framework, etc. Ces outils sont ultra sécurisés et vous font gagner masse de temps. Cependant, vous les avez mal configurés. Donc au lieu de se prendre une petite faille XSS, toutes vos clés d'API peuvent potentiellement fuiter. Donc il faut un minimum connaître les outils que vous utilisez. Alors évidemment, il y a une dizaine de failles en tout, donc je ne peux pas toutes vous les présenter. Cependant, si vous voulez savoir comment s'en protéger, vous allez sur le site, vous cliquez sur une vulnérabilité en particulier, par exemple celle-là, et juste en haut, vous avez toute la description, ainsi que les différentes mesures sur comment s'en protéger. Alors, toutes ces méthodes sont intéressantes. Cependant, vous le savez comme moi, les développeurs ne sont pas tous des robots. Et parfois, certains d'entre eux laissent quand même passer une faille de sécurité. Mais heureusement, il est possible d'ajouter une autre ligne de défense contre les attaquants dans notre application web. Un autre point important est d'installer un pare-feu pour applications web ou WAF. Son objectif est de protéger les applications web en filtrant et surveillant le trafic HTTP entre une application web et Internet. Les WAF sont particulièrement efficaces pour se défendre contre les attaques ciblant les vulnérabilités des applications web, telles que les injections SQL, les attaques XSS, les inclusions de fichiers à distance et d'autres types d'attaques de l'OWASP Top 10. D'accord, je vois cela. Mais concrètement, comment est-ce que cela fonctionne un WAF? Car là, cela ressemble un petit peu à de la magie. Pour te donner un exemple simple du fonctionnement d'un WAF, supposons que je souhaite accéder au site web suivant. Le site affiche le texte contenu dans la variable message, donc ici ce sera Sam. Puis un utilisateur malveillant peut injecter du code pour tester la vulnérabilité à l'attaque XSS. Le WAF va inspecter le contenu de la requête. S'il ne détecte rien en fonction des règles configurées, il laisse la requête atteindre le serveur web. Le serveur traite la requête et répond au client. Si le WAF est configuré pour bloquer la requête, le message n'arrive pas au serveur. Ensuite, le WAF va envoyer au client un message d'erreur. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. Tu peux définir des règles de sécurité spécifiques en fonction de ton application web. Ces règles peuvent être basées sur divers critères, y compris les signatures de menaces connues, les anomalies comportementales et les politiques de sécurité définies par l'administrateur. Les WAF récents utilisent le machine learning et l'intelligence artificielle pour détecter et filtrer le trafic malveillant. L'intelligence artificielle peut aider à réduire les faux positifs et aider à la compréhension, à la résolution de certaines alertes complexes. Les WAF offrent des fonctionnalités de surveillance continue et de journalisation des requêtes et des réponses HTTP, ce qui est essentiel pour l'analyse des incidents de sécurité et la conformité aux réglementations. Pour tester un WAF gratuit, tu peux commencer par Mode Security. Il existe aussi des solutions payantes comme Cloudflare, Imperva, Akamai, F5, etc. Installer un WAF, c'est très bien. Suivre les bonnes pratiques du top 10 OWASP, c'est très bien aussi. Installer et utiliser des librairies et des outils externes, c'est également très bien, mais ce n'est pas 100% suffisant. Cela va vous protéger contre des failles qui sont assez générales, cependant il existe des failles de sécurité qui cette fois-ci sont difficilement classables, et qui sont uniques à votre application web. Par exemple, cela arrive que vous implémentiez mal une fonctionnalité de votre site web, ou que vous prédisiez très mal ce que peut faire l'utilisateur dans certains cas très précis, que d'ailleurs personne n'aurait pu deviner. Beaucoup de ces failles de sécurité sont difficiles à détecter car il faut analyser l'application dans son ensemble et savoir comment les différents composants interagissent entre eux. D'accord, c'est très intéressant, mais cela reste abstrait. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples ?
Alors je vais essayer de le faire rapidement pour ne pas que ça soit trop long. En fait, il y a pas mal d'attaques qui sont aussi basées sur le timing, où en envoyant plusieurs fois la même requête en un intervalle de temps suffisamment court, on peut par exemple utiliser plusieurs fois un coupon de réduction. Par exemple 2, 3 ou même plus. Ou encore créditer une somme 2, 3, 4 fois, etc. etc. On a d'autres attaques qui sont basées sur les LLM, où le LLM a accès à des API sensibles que l'utilisateur normal n'a pas accès. On a également d'autres attaques qui utilisent une combinaison de failles pas très graves, qui, mis bout à bout, aboutissent à une faille critique. Mais c'est très difficile de tout expliquer, car chaque attaque nécessite une vidéo entière, et dans certains cas c'est assez élaboré. Ici le mieux, surtout si l'application est complexe, c'est de se faire auditer par des personnes dont c'est le métier, et qui sont habituées à faire cela. Donc pour conclure, dans cette vidéo, on a parlé des différentes méthodes d'attaque et de sécurisation de son application web. C'est très bien, mais ce n'est pas toujours suffisant. Pourquoi? Car le site web qui est sécurisé, c'est bien, mais si votre serveur tourne sur une infrastructure tout entière qui n'est pas sécurisée, alors c'est problématique. Du coup, ça tombe bien, je vous invite donc à visionner la partie 2 de cette vidéo, où ensemble avec Techno, on va discuter des différentes méthodes pour sécuriser son serveur et son infrastructure. Je vous invite donc à cliquer sur le lien dans la description pour voir la partie 2 de cette vidéo. Et d'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez aller voir la chaîne de Techno tout entière, qui crée du très bon contenu aussi en rapport avec la cybersécurité. D'ailleurs, Techno, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de ta chaîne ? Oui, avec plaisir. Je partage mon expérience à travers ma chaîne Techno où je parle des dernières actualités sur la cybersécurité. Je parle de sujets techniques, je fais aussi des documentaires sur des cyberattaques ou des hackers et je fais des interviews de spécialistes de la cybersécurité. L'idée est de donner à un débutant une vision globale sur la sécurité informatique et surtout de simplifier certains termes techniques. Écoute, c'est parfait, je vous invite donc à aller voir la partie 2 de cette vidéo sur la chaîne de Techno. Le lien est dans la description.